Merci beaucoup pour cette présentation. Merci à Paloma Diaz pour cette invitation. Je la félicite aussi pour son endurance, puisqu'il a fallu un certain temps pour que cette manifestation ait lieu. Ça lui a pris beaucoup de temps. Et je remercie aussi la Maison des sciences de l'homme, qui, si je comprends bien, a recueilli et accueilli cette manifestation scientifique. Alors, j'ai droit à 15 minutes, pas plus, donc il ne faut pas que je sois trop long dans la remerciement. Je regrette simplement de ne pas avoir la chance de rencontrer Éric Varenne, qui a écrit le meilleur livre sur la liberté académique en droit, et je vous recommande ce livre en anglais. Alors, on s'est un peu concerté avant cette table ronde pour savoir qui faisait quoi, donc moi je vais parler en fait principalement du droit français. Cette question du droit de la liberté académique, je l'ai abordée dans le livre que vient de citer Padilla, c'est-à-dire les libertés universitaires à l'abandon. Il se trouve que j'ai écrit un autre livre sur la liberté académique où là je travaille sur le concept de liberté académique. Et donc la première chose que je vais faire, c'est d'expliquer pourquoi en réalité les juristes pendant très longtemps n'ont pas parlé de la liberté académique. Les juristes ont parlé uniquement des libertés universitaires au pluriel, c'est-à-dire des libertés universitaires et des franchises universitaires. Et c'est très récent que le mot liberté académique se soit implanté en France, qui s'est implanté en France directement, et il s'est même très mal implanté puisqu'il s'est implanté au pluriel. La loi de 2020 parle des libertés académiques. Donc, si on connaît un peu le sujet, c'est une erreur. On doit traduire l'academic freedom, et le mot allemand par la liberté académique, et les Français ont les libertés universitaires. Parce que les Français ont une vision, ont pendant longtemps eu, disons, une vision assez, je dirais, coutumière de ces libertés universitaires. C'était pas du tout prévu par les textes. Ce sont les usages, la pratique qui reconnaissaient ces libertés universitaires, et même ces franchises universitaires. Je dis juste un mot sur les franchises universitaires pour les écarter de mon sujet. Les franchises universitaires, il y en avait deux. Il y a la franchise de juridiction. Donc le propre du statut des universitaires, c'est que lorsqu'ils font une faute, ils sont jugés par leurs collègues, une juridiction disciplinaire, et non pas par une autre juridiction. Ils ne peuvent pas être évoqués par l'administration, par le ministère. C'est donc un privilège que les universitaires ont longtemps maintenu, qu'ils viennent de perdre. Et l'autre franchise, c'est les franchises de police. On sait qu'effectivement, la police ne peut pas pénétrer, selon une coutume immémoriale, dans les locaux des universités, sauf à la requête des dirigeants de ces établissements, un peu comme l'Église. C'est un peu le même modèle que l'Église. Et les libertés universitaires, c'est tout ce qui concerne l'activité de l'universitaire, et la caractéristique de ce modèle français, c'est qu'il n'était prévu par aucun texte. Je vous renvoie, notamment pas de texte de loi, je vous renvoie à la thèse décisive de M. Bernard tout le monde, de 1971, qui reste la thèse historiquement très fondée sur cette question. Et c'est très tardivement qu'on a vu apparaître la liberté. Alors, avant de dire comment la source juridique, je précise que pour moi, la liberté universitaire, les libertés universitaires au sens de la liberté académique, ce sont deux choses. C'est d'abord la protection, une indépendance contre des pouvoirs extérieurs. Donc c'est une face négative. La liberté académique, elle permet à l'universitaire de se protéger contre les ingérences des pouvoirs politiques, des pouvoirs économiques, des pouvoirs religieux, ou aujourd'hui, ce qui est le plus important, le plus grave pour nous à l'université en France, c'est le pouvoir d'administration de l'université. Et ça, c'est la phase négative. Et puis, il y a la phase positive, celle à laquelle on songe immédiatement, c'est-à-dire la liberté pour un universitaire, il y en a trois, de recherche. Ensuite, la liberté d'enseignement, il a une plus grande liberté d'enseignement qu'un professeur de lycée, et la liberté d'expression. Ça, c'est ce que je pourrais appeler la phase individuelle de la liberté académique. Et puis, il y a une phase corporative, parce que la liberté académique, elle appartient aussi à l'institution. C'est-à-dire que, cette fois-ci, les droits universitaires sont des droits collectifs, et c'est ce fameux principe d'autogouvernement des universités, avec l'idée d'indépendance et d'autonomie du statut des universitaires, et notamment un des grands principes de la constitution universitaire, c'est le principe de cooptation par les pairs pour le recrutement. Ça, c'est la phase institutionnelle. Et donc tout ça est prévu par différents textes ou par la coutume, mais c'est pas du tout codifié. Et la première occurrence d'une véritable expression, non pas de la liberté académique dans les textes, c'est la loi Faure de 1968, qui est codifiée aujourd'hui à l'article L952.2 du Code de l'éducation. On a réussi à opacifier le droit en codifiant. Voici ce que dit la disposition ici pertinente, qui est toujours en vigueur évidemment. Les enseignants-chercheurs, les enseignants et les chercheurs jouissent d'une pleine indépendance et d'une entière liberté d'expression dans l'exercice de leurs fonctions d'enseignement et de leur activité de recherche, sous les réserves
que leur impose, conformément aux traditions universitaires et aux dispositions du présent code, les principes de tolérance et d'objectivité. Là, on a très bien résumé, c'est à l'époque où on savait encore écrire des lois, la double face, liberté académique et éthique académique. La liberté académique, c'est principalement ici l'indépendance, c'est l'indépendance statutaire, c'est ce que j'appelle la liberté académique institutionnelle, et c'est la liberté d'expression. Mais vous voyez que cette définition n'est pas exhaustive, puisqu'il manque la liberté de recherche et la liberté d'enseignement. Mais il y a déjà ça dans la loi. Et puis ensuite, il y a sous réserve de, c'est-à-dire cette liberté académique, c'est un privilège accordé aux universitaires, c'est vrai, mais à condition que les universitaires soient dignes de ce privilège. Et la contrepartie, c'est évidemment qu'ils fassent preuve d'objectivité et de tolérance dans leur activité d'enseignant-chercheur. Chose que beaucoup d'universitaires français ne connaissent même pas. Donc ça, c'est le premier point, c'est la loi. Ensuite, il y a eu un deuxième pas, donc pour le droit positif, il y a eu une reconnaissance, à mon avis, une mésinterprétation par le Conseil constitutionnel en 1984, la fameuse décision dite liberté universitaire, où on a érigé le principe d'indépendance des professeurs en principe constitutionnel, techniquement parlant, un principe fondamental reconnu par les lois de la République, mais ça je pense que ça ne vous intéresse pas pour les non-juristes. Et là, on a vu fait une mauvaise interprétation. C'est-à-dire qu'on dit que c'est la liberté académique, et en réalité, ce n'est pas du tout la liberté académique. Ce que j'ai montré dans le livre sur la liberté universitaire à l'abandon, c'est que ce principe d'indépendance des professeurs, c'était un principe qui visait à défendre le principe de représentation propre au corps des professeurs pour s'opposer au corps unique que voulait la gauche, c'est la loi Savary de 1984, qui voulait un corps unique pour élire le conseil d'administration de l'université. Donc c'est dirigé contre les syndicats, qui voulaient évidemment le corps unique. Et donc si Georges Ledel, qui était au Conseil constitutionnel, a élaboré cette norme, c'était justement pour empêcher le corps unique. Donc ça n'a pas grand-chose à voir, à mon avis, avec la liberté académique. Et quand on parle de la liberté académique, à propos, et qu'on cite cette décision, c'est qu'on n'a soit pas lu cette décision, soit on ne l'a pas comprise. Alors, ensuite, on a... Là, c'est un peu technique que je vous parle des lois, parce que je me demandé de faire exclure les juristes, je me prête au jeu quand même. Et puis, je suis censé être juriste aussi. La loi du 24 décembre 2020, la loi sur la loi de Madame ministre, très oubliable, son nom très oubliable, Madame Vidal. Alors là, je vous la lis parce que c'est un chef-d'œuvre de mauvaise littérature juridique, mais il faut la lire. Les libertés académiques sont le gage de l'excellence de l'enseignement supérieur et de la recherche français, donc ça ne veut rien dire, vraiment. Ensuite, c'est pas les libertés académiques, c'est la liberté académique. Et ensuite, elle s'exerce conformément au principe à caractère constitutionnel d'indépendance des enseignants-chercheurs. Ça ne veut rien dire non plus, ça voudrait dire que cette liberté, elle est soumise au principe d'indépendance, ce qui est absolument faux. Les deux vont de pair, donc il n'y a aucune hiérarchie à faire entre la liberté académique et le principe d'indépendance. Le principe d'indépendance, que je vous l'ai dit tout à l'heure, au sens constitutionnel, ça n'a rien à voir, c'est le principe de défense des professeurs contre le corps unique. Voilà. Donc cette loi, la disposition ne veut rien dire, et j'ai du mal à imaginer qu'elle puisse être applicable. En réalité, c'est un compromis, puisque il y avait bien pire que la disposition de la loi, il y avait la disposition initiale qui disait la chose très dangereuse suivante: la liberté académique s'exerce dans le cadre des valeurs de la République. Donc, vous voyez, donc c'est très intéressant de voir qu'en France, quand on s'est enfin intéressé à la liberté académique, on a tout fait pour la limiter. Ça, c'est très français. Donc, si vous voulez, la première chose à faire quand on est un juriste, c'est d'oublier le droit, en réalité, à part cette loi, disposition de la loi, à dire fort. Bon, je passe sur le fait que le Conseil d'État nous défend très mal. Le Conseil d'État, qui est l'institution qui est censée régler les problèmes de droit administratif qui se posent aux universitaires. Donc, malheureusement, les universitaires, quand ils ont des problèmes de contentieux en ce qui concerne leur propre liberté, ils sont très mal défendus, et par le juge constitutionnel, et par le juge administratif. Là où c'est un peu plus heureux, plus intéressant, c'est de se tourner vers le droit européen. Là, on a, à mon avis, une meilleure défense de la liberté académique, et comme vous savez, le droit européen s'applique en droit français, et notamment le premier droit européen, qui est le droit européen, pas le premier au sens quantitatif sur la liberté académique, c'est le droit de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, la jurisprudence de la Cour européenne de Strasbourg. Vous avez la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme qui s'est massivement appuyée sur l'article 10 de la Convention qui protège la liberté d'expression. Et c'est à propos de ces cas-là que la Cour de Strasbourg a notamment censuré les gouvernants autoritaires, et notamment celui qui a
jurisprudence la plus abondante, c'est la Turquie, que vous savez, la Turquie d'Erdogan, qui a massivement violé la liberté académique et les libertés universitaires, en révoquant notamment des fonctionnaires après le coup d'État, et aussi en suspendant le passeport, en ôtant le passeport des universitaires, et aussi en leur empêchant de s'exprimer librement. Et donc la Cour européenne de Strasbourg a censuré à plusieurs reprises la Turquie pour violation répétée de la liberté académique, de la liberté d'expression. Et puis, la dernière disposition, à mon avis, la plus intéressante, finalement, c'est l'article 13 de la Charte européenne des droits fondamentaux, qui est aujourd'hui inséré dans le traité de Lisbonne, qui reconnaît explicitement la liberté académique. Je cite l'article 13, « Les arts et la recherche scientifique sont libres, la liberté académique est respectée. » Fin de citation. Et là, il y a un cas d'application intéressant, une décision de la Cour de justice de l'Union européenne en 2020 dans l'affaire Soros de l'Université libre, l'Université européenne de Budapest, de l'Europe centrale, donc c'est l'Université Soros, que M. Orban a expulsé de Budapest et s'est réfugié à Vienne. Et la Cour de justice, dans cette affaire, s'est appuyée sur l'article 13, donc, que je viens de citer, pour censurer et pour condamner la Hongrie qui avait manifestement violé cette liberté académique. Et cette fois-ci, la liberté académique est entendue au sens de la liberté institutionnelle. Je cite seulement un extrait de la décision. Dans cette perspective, donc de ce cas, la liberté académique, dans la recherche comme dans l'enseignement, doit garantir la liberté d'expression et d'action, la liberté de communiquer des informations, de même que celle de rechercher et de diffuser sans restriction le savoir et la vérité. Étant précisé que cette liberté n'est pas limitée à la recherche académique ou scientifique, mais qu'elle s'étend également à la liberté des universitaires d'exprimer librement leur point de vue. Et dans cette affaire de la Hongrie, la Cour de justice a précisé que cette liberté valait aussi pour la phase institutionnelle, qui est l'autonomie des universitaires. Et là, elle a attaqué la Hongrie, qui, par une loi, a délibérément empiété sur le principe fondamental d'autogouvernance des universités. Donc on a, avec ces deux dispositions, avec ces deux jurisprudences de la Convention européenne des droits de l'homme et de la Cour de justice de l'Union européenne à Luxembourg, une véritable protection effective de la liberté académique. Je finirai sur un dernier point, parce que ça me paraît important. Je ne suis pas d'accord, notamment avec la décision de la Cour européenne des droits de l'homme, et surtout pas avec le Conseil d'État, sur la question de la liberté d'expression. Il me reste 2 minutes ou pas? Oui. Je citais un cas que j'ai commenté d'ailleurs, un cas que fait beaucoup de monde, mais que le contentieux a pu appréhender, qui est l'affaire de Nantes. À Nantes, il y a 2 ans, il y a eu une énième manifestation des étudiants contre la loi ORE, Orientation et Réussite des étudiants, et se sont joints, et il y a eu un comité de soutien, donc à chaque fois qu'en France on a une grève d'étudiants, il y a un comité de soutien des enseignants qui a soutenu cette grève, et ces étudiants ont empêché, on est toujours en France, les examens de se tenir, ils ont échoué, et ils ont fait une manifestation dans la rue pour protester contre la tenue des examens, qu'en bon démocrate, ils pouvaient interdire. Et dans cette manifestation qui est relativement dégénérée, il y avait des enseignants, 2 enseignants-chercheurs, 2 sociologues. Et le président de l'université, il y a eu des menaces, des insultes à l'égard du personnel administratif qui garde les locaux, et le président de l'université de Nantes, pour une fois un président courageux, a entamé une action disciplinaire pour faire sanctionner non seulement les étudiants, mais les enseignants. Et ces enseignants, de conférences, se sont défendus à leur façon. Le sociologue a osé dire qu'il participait ici, c'était de l'observation participante, donc il était là en tant que scientifique dans la manifestation d'étudiants. Mais là, c'est pas le propos, c'est que le Conseil d'État, il a été sanctionné, le sociologue a été sanctionné par la juridiction disciplinaire, le Knesset disciplinaire, parce qu'ils ont établi les faits, ils ont estimé qu'au vu des faits, il avait commis une faute, et le Conseil d'État a censuré cette décision, en estimant que la liberté d'expression dont je vous ai parlé tout à l'heure, l'article de la loi Faure, protégeait l'universitaire. Et pour moi, c'est une interprétation totalement erronée de la loi. Parce que, rappelez-vous, quand j'ai parlé de l'article de la loi Faure, qui est maintenant dans le Code, il est dit que la loi garantit la entière liberté d'expression dans le cadre des fonctions. Donc il est évident qu'un sociologue qui participe à une manifestation des étudiants, il a le droit de participer en tant que militant. Il n'est pas dans l'activité de ses fonctions. Parce que l'on sache, une manifestation d'étudiants n'appartient pas, la participation n'appartient pas à l'exercice des fonctions. Donc le Conseil d'État a une nouvelle fois interprété de façon erronée cette disposition législative, et c'est pour ça que je renvoie, pour finir, dans mon livre La liberté académique, je distingue 2 types de liberté d'expression. Il y a la liberté d'expression académique
et la liberté d'expression extra-académique. En tant que citoyen, un universitaire a droit, comme tout citoyen, à la liberté d'expression. C'est l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme, c'est l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde. Donc il a le droit, un universitaire a le droit d'exprimer ses opinions, politiques notamment, à tout moment et sans crainte de représailles. C'est-à-dire s'il est révoqué parce qu'il a participé à l'élection, eh bien c'est contraire au droit, c'est contraire au droit de la fonction publique, c'est contraire à ce droit de l'homme, qui est la liberté d'expression. Extra. La liberté académique, je finirai là-dessus, n'est pas un droit de l'homme. La liberté académique, on obtient cette liberté académique, j'appelle ça une liberté professionnelle, que parce qu'on a obtenu le statut d'enseignant. Enfin, je déteste chercheur, le statut d'universitaire. C'est à ce titre-là, puisque c'est une liberté professionnelle, qu'on a droit à la liberté d'expression. Et donc, à mon avis, la Cour européenne des droits de l'homme se trompe, tout comme le Conseil d'État, en invoquant la liberté d'expression de l'article 10. À leur défense, vous allez dire, évidemment, pourquoi, c'est pareil aux États-Unis avec le free speech, pourquoi les juges font ça? Parce qu'ils n'ont pas d'autres outils. Ils se raccrochent à l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme parce qu'ils n'ont pas d'autres articles qui défendent la liberté académique. Donc, ils vont tirer, évidemment, dans le sens qui est finalement bénéfique pour les universitaires, l'article 10 sur la liberté d'expression, mais c'est, à mon avis, une interprétation malheureuse de la liberté d'expression. Et donc, je défends la Cour européenne dans sa finalité. Le Conseil d'État, je ne le défends pas parce qu'il n'est pas défendable, parce qu'il a fait une erreur de droit et qu'un juge doit faire un erreur de droit. Voilà, j'en arrête.